Bonjour, je m'appelle Aaron Blake, j'ai 36 ans et je suis ingénieur civil à Portland, dans l'Oregon. Si vous êtes déjà venu ici, vous savez qu'à Portland, la pluie n'est pas seulement une question de météo. Elle fait partie de la vie. Elle frappe aux fenêtres, s'infiltre dans les vêtements et parfois même dans l'âme. J'habite un petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble, dont les fenêtres donnent sur des rues miroitant sous la pluie, baignées par la lumière brumeuse des lampadaires. Je ne suis pas du genre à parler beaucoup de moi. Honnêtement, je préfère passer mes journées à calculer la charge d'un pont plutôt que de parler de ce qui se passe dans ma tête. Mais si je dois le faire, je tiens à vous faire comprendre que ma vie, telle une structure, repose sur de solides piliers de béton. Pourtant, elle n'est pas exempte de fissures que je suis le seul à connaître. J'ai grandi dans la banlieue de Seattle, dans une maison en briques rouges avec une palissade blanche, où tout devait être parfait, du moins en apparence. Mes parents, Daniel et Patricia Blake, étaient l'incarnation de cette perfection. Mon père, comptable à la retraite, portait toujours un costume impeccable, même pour aller faire les courses acheter une miche de pain. Il avait l'habitude de redresser sa cravate dès qu'il était stressé, comme si c'était sa façon de tout contrôler. Ma mère, institutrice, affichait un sourire parfait sur toutes les photos de famille. Mais derrière ce sourire se cachaient des règles inébranlables. L'honneur de la famille passe avant tout, disait-elle souvent d'une voix douce, mais tranchante comme une lame. Ne donnez jamais à vos voisins une raison de bavarder. Ma sœur cadette, Élise, et moi avons grandi sous ces règles, mais nous étions aussi différentes que le jour et la nuit. J'étais le roc, stable, calme, toujours à l'écoute. J'ai excellé à l'école, obtenu un diplôme d'ingénieur à l'université de Washington et déménagé à Portland pour travailler dans une entreprise de construction. Mon travail consiste à construire des ponts, des structures solides qui relient deux rives. Et j'aime la sensation de maîtriser les chiffres et les plans. Ma vie, du moins à mes yeux, est comme un dessin technique, clair, planifié, sans marge de manœuvre. Élise, quant à elle, était une flamme. À 30 ans, ma sœur était une journaliste passionnée, toujours à la recherche de grands sujets. Élise avait des yeux qui pétillaient comme s'ils pouvaient illuminer une pièce et une façon de parler qui donnait l'impression de vivre dans un roman. Je me souviens encore du moment où elle nous a raconté sa première enquête sur une communauté de pêcheurs oubliés de la côte de Washington. Elle était assise à la table de nos parents, les mains gesticulantes. Elle s'exprimait avec animation, la voix pleine d'excitation, tandis que mon père secouait la tête et disait, « Cette fille, toujours en train de rêver. » Mais j'ai vu la lumière dans les yeux d'Élise, et j'étais fier, même si je ne l'ai jamais dit à voix haute. Puis Élise a rencontré Ryan Whittaker. Cet homme est entré dans sa vie comme un coup de vent, avec un sourire confiant et de belles promesses. Ryan, directeur artistique d'une agence de publicité à Seattle, avait l'air de quelqu'un qui savait toujours ce qu'il voulait. Il portait des costumes impeccablement coupés, conduisait une Audi élégante et parlait d'une manière qui donnait l'impression qu'il pouvait vendre le soleil lui-même. Je n'aimais pas beaucoup Ryan. Il y avait quelque chose chez lui qui manquait de sincérité. Mais Élise était différente. Elle l'aimait. Tellement qu'elle en oubliait le reste du monde. Ils se sont mariés après 1 an de relation et peu après, Élise a donné naissance à des jumelles, Lily et Juno. Je me souviens encore du jour où mes nièces sont nées. J'ai conduit de Portland à l'hôpital de Seattle, un bouquet d'œillets à la main, la fleur préférée d'Elisa. Depuis l'enfance. Quand je suis entré dans la pièce, Élise était allongée dans son lit, les cheveux trempés de sueur, mais les yeux brillants. Elle tenait dans ses bras 2 petites filles au visage rouge. « Aaron, regarde » murmura-t-elle d'une voix étranglée de bonheur. Lily et Juno. Elles sont tout mon univers. Je suis resté là, silencieux, sentant mon cœur s'adoucir. Je ne suis pas doué pour montrer mes émotions, mais à ce moment-là, j'avais juste envie de serrer ma sœur dans mes bras et de lui dire qu'elle avait accompli la chose la plus incroyable. Je pensais que tout irait bien. Élise avait Ryan, ses 2 filles, et je croyais qu'elle aurait une vie heureuse. Je suis retourné à Portland, j'ai repris mon travail et j'ai continué ma vie avec Megan, ma femme. Megan est une juriste spécialisée, intelligente, vive, avec un sourire qui pourrait dissiper tout mon stress après une longue journée. Nous sommes mariés depuis 4 ans et, même si nous n'avons pas encore d'enfants, nous avions des projets. Une maison plus grande, des vacances à Hawaï, et peut-être un jour le son des rires des enfants dans notre maison. Mais la vie, telle qu'elle est vécue, j'ai fini par comprendre que ça ne suit jamais le plan. Tout s'est effondré par une nuit d'orage à Portland. J'étais assis dans mon appartement, écoutant la pluie claquer aux fenêtres,
une tasse de café froid à la main. Mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom d'Elisa sur l'écran. J'ai froncé les sourcils. Elle appelait rarement à cette heure-là. Aaron. Sa voix tremblait au téléphone, comme si elle retenait des larmes. Ryan, il me trompe. Il veut divorcer. Je me suis redressé, manquant de laisser tomber la tasse. Quoi? Que s'est-il passé? Où es-tu? Ai-je demandé en essayant de garder une voix calme, mais j'étais déjà dans le chaos. Élise a pris une grande inspiration et a dit, la voix brisée. Je suis chez maman et papa, mais ils ne me laissent pas entrer. J'ai cru avoir mal compris. Tu ne veux pas entrer? Que veux-tu dire? Ai-je répété, d'une voix plus forte que prévu. Élise a répété, chaque mot me transperçant le cœur comme un couteau. Ils ont dit que je suis une honte. Ils m'ont mis à la porte. Ils ne me laissaient pas entrer. Je suis sous la pluie avec Lily et Juno. Je ne sais pas quoi faire. Aaron, aide-moi, s'il te plaît. Sa voix se brisa et j'entendis le faible cri d'un enfant dans le téléphone. Je n'hésitais pas, attends-moi, dis-je d'une voix ferme. J'arrive. J'attrapais mes clés de voiture, ma veste et me précipitai dehors. La pluie me fouettait le visage tandis que je descendais les escaliers en courant et sautais dans mon vieux pick-up. Le trajet de Portland à Seattle dure plus de 3 heures, mais cette nuit-là, j'ai eu l'impression que c'était une éternité. La pluie tombait sans relâche, les phares s'éteignaient dans les nappes d'eau, mais je m'en fichais. Je ne pensais qu'à Élise, ma sœur, grelottant sous la pluie avec ses 2 petites filles. Je pensais à nos parents, à la lourde porte en chêne de leur maison de Seattle où nous avions grandi. Comment avaient-ils pu faire ça? Comment avaient-ils pu tourner le dos à leurs filles, à leurs 2 jeunes petites filles, simplement par peur du regard des voisins? Je serrais fermement le volant, essayant de réprimer la colère qui me montait à la poitrine. Je ne voulais pas penser à nos parents pour l'instant. Je voulais juste conclure un bail. En arrivant dans le quartier familier de banlieue, la pluie continuait de tomber comme si elle allait noyer le monde. La maison en briques rouges de nos parents apparut sous les lampadaires, sa palissade blanche trempée. Je vis immédiatement Élise. Elle était blottie sous le porche, serrant Lily et Juno, les 2 filles enveloppées dans des couvertures, endormies sur ses épaules. Les cheveux blonds d'Elisa étaient plaqués sur son visage. Sa fine veste ne suffisait pas à la protéger, ni elle ni les filles, de la pluie glaciale. J'arrêtai la voiture, ouvris la portière et courus vers elle. Élise, appelai-je d'une voix qui s'échappait du vent et de la pluie. Elle leva les yeux, rouge mais sans larmes. Peut-être avait-elle déjà pleuré jusqu'à l'épuisement. Aaron, murmura-t-elle d'une voix faible. Je ne sais plus quoi faire. Je m'agenouillai devant elle, resserrai les couvertures autour de Lily et Juno et pris la main de ma sœur. Viens, dis-je. Je te ramène à la maison. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce calme, mais je savais que ce n'était pas le moment de faiblir. J'aida Élise à se lever, prit les filles dans mes bras et la conduisit au camion. Lorsque j'ouvris la portière arrière et installai Lily et Juno dans les sièges auto que j'avais achetés pour l'avenir, une vive douleur me transperça le cœur. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé, mais c'était la réalité, et je devais l'affronter. Dans le camion, j'alluma le chauffage et demandai à Élise si elle allait bien. Mais elle ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre, les mains serrées. J'aurais voulu tout lui demander sur Ryan, sur ce qui s'était passé, mais je savais que ce n'était pas le moment. À la place, je mis une vieille chanson de Fleetwood Mac, Landslide, parce que je me souvenais qu'Élise l'adorait. La douce musique emplissait l'espace et je vis ses épaules se détendre légèrement. Sur le chemin du retour vers Portland, la pluie ne cessait pas. Je jetai un coup d'œil à Élise et la vis serrer une vieille couverture que je gardais sur la banquette arrière, les yeux fermés mais pas endormis. Lily et Juno remuaient de temps en temps, mais elles étaient trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. Je me demandais ce que Ryan avait fait pour mettre Élise dans cet état. Cet homme au sourire suffisant et aux promesses creuses avait détruit la famille de ma sœur. Et nos parents, ceux dont j'avais cru qu'ils nous protégeraient toujours, l'avaient jeté à la rue. Je ne savais pas contre qui j'étais le plus en colère. Lorsque nous arrivâmes à mon appartement, l'aube était presque tombée. La faible lumière du lever du soleil perçait la pluie, illuminant les rues scintillantes de Portland. J'emmenai Élise et les filles jusqu'à mon appartement et les installai dans le salon. Je sortis un vieux berceau, le garnissai de couvertures et y installai Lily et Juno. Élise s'assit sur le canapé, fixant ses filles d'un regard vide. « Merci » murmura-t-elle. «
Mais sa voix manquait de vie. Dors, dis-je en posant une main sur son épaule. Tout ira bien. Mais en prononçant ces mots, je savais qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Les choses ne seraient pas faciles. Pas maintenant. Mais je savais aussi que quoi qu'il arrive, je ne laisserais pas Élise affronter ça seule. Jamais. Les premiers jours avec Élise et les deux petites filles chez moi ressemblaient à une épreuve d'endurance à laquelle je n'étais pas préparé. Mon petit appartement, qui avait à peine suffi pour Mégane et moi, était maintenant exigu, rempli de biberons qui pleuraient et de piles de sacs à couches empilés dans un coin. Je ne me plaignais pas honnêtement, je ne suis pas du genre à me plaindre, mais je ne pouvais nier que ma vie avait été bouleversée. Je me suis réveillé plus tôt, j'ai préparé du café, j'ai examiné des plans techniques, puis j'ai changé précipitamment la couche de Lily ou de Juno pendant qu'Élise était encore épuisée. Elle quittait à peine le canapé, accrochée à ses deux filles, le regard vide, comme si elle cherchait une part d'elle-même disparue. Mégane, ma femme, était patiente au début. Elle m'aidait à préparer le petit déjeuner, réchauffait les biberons des bébés et s'asseyait même auprès d'Élise pour essayer de la sortir de sa coquille silencieuse. Mégane avait toujours le don de maintenir l'équilibre. C'est pour ça que je l'aimais. Elle pouvait jongler avec des contrats juridiques complexes au travail et rentrer à la maison avec un sourire radieux. Mais j'ai commencé à remarquer de petits signes. Sa façon de soupirer quand Juno pleurait au milieu de la nuit, son regard quand je passais la soirée à apaiser Lily pour l'endormir, ou sa façon de déplacer discrètement ses affaires dans un coin pour faire de la place à celle d'Élise. « Tu es fatiguée ?» m'a demandé Mégane un soir, alors que nous étions assises dans la cuisine après une longue journée. Elle tenait un verre de vin, les yeux fatigués, mais la voix toujours douce. Je l'ai regardée, cherchant une réponse honnête. « Oui », ai-je admis en me frottant le front. « Mais Élise a besoin de moi. Elle n'a personne d'autre. » Mégane hocha la tête, mais je vis le coin de sa bouche se crisper légèrement. « Je comprends, » dit-elle, mais il y avait une distance dans sa voix, comme si elle essayait de se convaincre. Au cours des semaines suivantes, un nouveau rythme s'installa, même si ce n'était pas évident. Chaque jour, j'allais travailler pour inspecter les chantiers de construction de ponts dans la banlieue de Portland, où les piliers de béton et les câbles d'acier me donnaient un sentiment de contrôle que je ne retrouvais plus chez moi. Élise commença à se confier, même si ce n'était qu'un peu. Elle me parla de Ryan, des signes qu'elle avait ignorés, des nuits où il rentrait tard, des messages qu'il cachait, et enfin de son aveu glacial, il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre, une collègue plus jeune et plus intéressante. Je l'écoutais, le sang chaud bouillonnant, mais je me retins, hochant la tête et lui serrant la main. « Tu vas t'en sortir, » dis-je, même si je n'étais pas sûr que ce soit facile. Lily et Juno, bien qu'elle n'ait que 5 mois, étaient la seule lueur d'espoir dans ces jours sombres. Je n'aurais jamais cru aimer autant deux petites filles. Chaque matin, quand je prenais Juno dans mes bras et que je la voyais sourire, ses grands yeux ronds me regardant comme si j'étais tout pour elle, je ressentais une force étrange. Lily était différente. Elle était plus capricieuse. Mais chaque fois qu'elle me serrait le doigt, j'avais l'impression que je pouvais tout faire pour les protéger. Je me suis habitué à me réveiller à 3 heures du matin pour préparer les biberons ou à porter un sac à langer chaque fois que je sortais. J'ai même appris à chanter des berceuses, même si, à vrai dire, ma voix était si mauvaise qu'Élise a éclaté de rire en m'entendant chanter « Scintille, scintille, petite étoile » à Juno. Mais tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes. Mégane a commencé à changer. Les soirées qu'elle passait avec Élise et moi, à discuter de choses et d'autres, se transformaient en moments de silence. Elle restait souvent tard au bureau ou se retirait tôt dans la chambre, prétextant avoir besoin de repos. Je la remarquais de plus en plus distante, mais je ne savais pas quoi faire. Chaque fois que j'essayais de parler, Mégane affichait un léger sourire et disait « Je vais bien, Aaron. Concentre-toi sur Élise et les filles. » Un soir, après qu'Élise fut couchée et que les filles furent endormies, Mégane m'entraîna sur le petit balcon de notre appartement. La pluie avait cessé, mais l'air était encore humide et froid. Elle croisa les bras, le regard fixé sur la rue, illuminé par les lampadaires. « Tu penses parfois à nous ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais sèche. J'étais interloqué, je ne comprenais pas d'où ça venait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondis-je en essayant de garder une voix ferme. Mégane se tourna vers moi, les yeux brillants de frustration. « Je veux dire notre vie, Aaron. Avant l'arrivée d'Élise et des filles, on avait des projets. Une maison plus grande, des vacances, une famille à nous. Et maintenant ? Tu passes tes journées à t'occuper de ta sœur et de tes nièces, et moi. »
Elle marqua une pause, inspirant profondément. J'ai l'impression d'être sur la touche. J'aurais voulu dire quelque chose, mais ma gorge se serra. Je savais qu'elle avait raison. J'avais laissé Élise et les filles accaparer tout mon temps et toute mon énergie, mais je ne pouvais pas tourner le dos à ma sœur. Pas après ce qu'elle avait traversé. Megan, dis-je en posant une main sur son épaule, mais elle la repoussa doucement. Tu ne comprends pas, m'interrompit-elle. Je ne suis pas égoïste. Je sais qu'Élise a besoin de toi, mais j'ai besoin de toi aussi. On est mariés, Aaron. La conversation se termina en silence. Megan rentra, fermant la porte derrière elle, me laissant seul sur le balcon. Je baissai les yeux vers la rue où les lumières se reflétaient sur le trottoir mouillé et sentis une fissure invisible se creuser entre nous. Je me suis dit que je trouverais un moyen de régler le problème, mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas aussi simple qu'un dessin technique. Je suis retourné dans l'appartement. Le crépitement régulier de la pluie sur les fenêtres me rappelait que l'orage ne s'était pas calmé. Je me suis affalé sur le canapé, serrant mon téléphone fermement, essayant de démêler le chaos qui m'envahissait. J'ai pensé à nos parents. Changerait-il d'avis? Changerait-il d'avis? Éprouvaient-ils le moindre remords d'avoir laissé leur fille sous la pluie? J'ai décidé d'appeler maman. Le téléphone a sonné longtemps, chaque sonnerie amplifiant la tension dans ma poitrine. Finalement, sa voix est apparue froide et mesurée, comme si elle lisait un communiqué officiel. Aaron, il est tard. De quoi s'agit-il? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix ferme. Maman, c'est à propos d'Élise. Elle reste avec moi. Je pensais que toi et papa deviez savoir ce qui s'est passé. J'ai raconté l'histoire brièvement, ne voulant pas prolonger la douleur. La liaison de Ryan, sa demande de divorce, et Élise qui débarque chez eux sous la pluie avec ses 2 bébés, pour finalement être refoulée. J'ai marqué une pause, attendant une pointe d'émotion à l'autre bout du fil. Silence. Puis maman a parlé, sa voix aussi tranchante que la lame que je connaissais depuis l'enfance. Élise est responsable de tout ça, Aaron. Une épouse digne de ce nom ne laisse pas son mari partir comme ça. Je lui ai appris à maintenir une famille unie, mais elle n'a rien écouté. Je n'ai pas de fille abandonnée par son mari comme ça. J'ai senti mon sang monter, mais je me suis retenu. Maman, c'est ta fille. Elle a besoin d'aide. Lily et Juno sont tes petits-enfants. Tu ne vois pas à quel point c'est mal? Mettre Élise dehors en pleine tempête. Un C est arrivé au téléphone, comme si je la dérangeais. Aaron, tu ne comprends pas. Notre famille a de l'honneur. Que penseraient les voisins s'ils voyaient une fille abandonnée par son mari sur le pas de notre porte avec 2 enfants? Ton père et moi ne pouvons pas faire parler tout le quartier. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se casser. Honneur, ai-je failli crier, mais je me suis repris en entendant Juno s'agiter dans le salon. Tu parles d'honneur alors que tu as laissé ta fille sous la pluie avec 2 bébés de 5 mois. Tu t'entends au moins. Ne sois pas irrespectueux. La voix de papa s'est interrompue, lourde et sévère, comme lorsqu'il m'avait grondé pour avoir cassé la vitre du garage quand j'étais enfant. Il devait écouter sur haut-parleur. La famille Blake n'a pas sa place pour les tâches. Élise a choisi sa voie. Elle doit en assumer les conséquences. Tu devrais faire attention, Aaron. Ne te laisse pas entraîner dans ce pétrin. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Papa, Élise et ma sœur, ta fille. Tu ne te sens pas responsable? Notre responsabilité est de défendre l'honneur de la famille, a dit papa d'une voix dure comme l'acier. Si tu veux aider ta sœur, c'est ton choix, mais ne t'attends pas à ce que nous nous en occupions. L'appel s'est terminé par un bip glacial. Je suis resté là, dans le couloir sombre, les yeux rivés sur l'écran du téléphone. J'ai pensé à Élise, à son expression perdue quand je l'ai trouvée sous le porche de nos parents. J'ai pensé à Lily et Juno, 2 enfants innocents stigmatisés comme des tâches par leurs propres grands-parents. La pluie tombait sans cesse dehors, comme pour apaiser la rage qui me brûlait la poitrine. Au cours des mois suivants, la tension dans l'appartement s'est intensifiée. Élise a commencé à se remettre, mais elle comptait encore beaucoup sur moi. Je ne la blâmais pas, être mère célibataire de 2 nourrissons n'était pas facile, surtout après avoir été trahie par son mari et désavouée par nos parents. Mais Megan était différente. Ses commentaires se sont fait plus acerbes, du genre « Vont-ils rester ici pour toujours ?» ou « Je ne me suis pas engagé à vivre avec toute ta famille, Aaron. »
J'ai essayé d'expliquer que c'était temporaire, qu'Élise se remettrait bientôt, mais même moi, je n'étais pas sûr du temps que cela prendrait. Un soir, tout a explosé. J'étais assise sur le canapé, tenant Juno dans mes bras, tandis qu'Élise donnait le bain à Lily. Megan entra, serrant une pile de papier, le regard froid. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix dénuée de chaleur. J'ai installé Juno dans son berceau, je me suis levé et j'ai suivi Megan jusqu'à la chambre. Elle a fermé la porte et s'est tournée vers moi. « Aaron, je ne peux plus faire ça. »« Faire quoi ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Tu sais exactement quoi ?» rétorqua Megan d'une voix tremblante de colère. « Tu passes toute la journée avec Élise et les filles. Je ne suis plus ta priorité. Je ne veux pas vivre dans une maison où je me sens étrangère. » J'aurais voulu argumenter pour dire qu'elle comptait encore pour moi, mais les mots ne venaient pas. Je savais qu'elle avait en partie raison. J'avais laissé Élise et les filles accaparer mon temps et mon énergie. Mais comment abandonner ma sœur? Comment la laisser seule après tout ce qu'elle avait traversé? « Je veux que tu choisisses, » dit Megan d'une voix tranchante. « Moi ou Élise? Tu ne peux pas avoir les deux. » Je restais là, sentant le sol s'effondrer sous mes pieds. « Megan, » murmurai-je. « Tu ne peux pas me demander ça. » Mais elle secoua la tête, les yeux embués de larmes. « Tu as fait ton choix, » dit-elle, puis elle se retourna et sortit de la pièce. Les jours qui suivirent furent lourds, comme une tempête qui attendait d'éclater. Megan commença à faire ses bagages petit à petit. J'essayai de la convaincre que nous pourrions nous arranger, mais elle me regarda d'un air distant. « Tu es un frère formidable, Aaron, » dit-elle un matin en tirant sa valise vers la porte. « Mais j'ai besoin d'un mari. » Je restai sur le seuil, regardant Megan s'éloigner, sa valise roulant dans le couloir. Le bruit des roues résonna comme le rythme final de notre mariage. Quand la porte se referma, je sentis un vide grandir dans ma poitrine. Mais je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas pleurer. Je retournai au salon où Élise tenait Juno, les yeux emplis d'inquiétude. « Aaron, que se passe-t-il » demanda-t-elle. Je secouai la tête, ne voulant pas la déranger davantage. « Ce n'est rien » dis-je en m'asseyant à côté d'elle. « Tout ira bien. » Mais cette fois, je n'étais plus sûr de croire à ces mots. Les jours suivants furent plus calmes dans l'appartement, mais c'était un silence pesant, comme l'accalmie avant une nouvelle tempête. Megan était partie, me laissant avec un bail, Lily, Juno, et un appartement désormais rempli de vide que je ne savais pas comment combler. J'essayais de tout gérer, en allant travailler, en m'occupant des filles et en m'assurant qu'Élise ne remarque pas le des fissures dans mon cœur. Mais chaque soir, allongé sur le canapé, écoutant la pluie claquer contre les fenêtres, je ne pouvais m'empêcher de penser à Megan, à son sourire et au projet d'avenir que nous avions fait, désormais anéanti. Élise, bien que toujours fragile, commençait à retrouver une étincelle dans ses yeux. Elle ne passait plus ses journées levée sur le canapé. Au lieu de cela, elle se mit à faire de petites choses. Me préparer du café le matin, plier des vêtements pour Lily et Juno, ou fredonner doucement en berçant les filles. Un soir, en rentrant d'un chantier, épuisé par l'odeur de béton et de poussière qui collait à mes vêtements, je trouvai Élise assise à la table de la cuisine, un vieux carnet devant elle. Elle écrivait, son stylo filant rapidement sur la page, le regard fixé comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même. « Qu'est-ce que tu écris » demandai-je en tirant une chaise en face d'elle. Juno dormait dans son berceau, et Lily jouait avec une peluche sur le tapis. Élise leva les yeux, un peu gênée, puis elle a glissé le carnet vers moi. « Juste quelques pensées » a-t-elle dit doucement. « Je crois que je dois les écrire pour ne pas oublier ce que j'ai traversé. » J'ai feuilleté quelques pages, lisant son écriture penchée. Ce n'étaient pas des pensées aléatoires. Élise a écrit sur cette nuit pluvieuse où elle était blottie sous le porche de nos parents, serrant Lily et Juno dans ses bras. Elle a écrit sur Ryan, comment il a bouleversé son monde avec ses mots froids. Elle a écrit sur moi, comment j'ai fait plus de 3 heures de route pour venir la chercher, devenant son seul point d'ancrage quand tout s'est effondré. Ma gorge s'est serrée en lisant. Élise, ai-je dit en posant le carnet. C'est vraiment bien. Elle a souri, un sourire faible mais sincère. Je ne sais pas, Aaron. Je me suis juste dit qu'en l'écrivant, peut-être que je découvrirai qui je suis après tout ça. À partir de ce jour, le carnet est devenu le compagnon d'Élise. Chaque soir, après que les filles se soient endormies, elle s'asseyait à la table de la cuisine pour écrire sous la faible lueur d'une lampe de table.
Certains soirs, elle écrivait jusque tard. Ses yeux je lisais, non pas par tristesse, mais en me redécouvrant page après page. Je ne disais pas grand-chose, je préparais simplement du café en silence, je le posais à côté d'elle et je m'asseyais à côté pour examiner des plans ou parcourir les actualités sur mon téléphone. Je savais qu'elle avait besoin d'espace, et je voulais qu'elle en ait. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, Élise me rappela. « Aaron, peux-tu lire ça ?» Elle me tendit une pile de feuilles beaucoup plus épaisse que le carnet original. Je crois en avoir terminé une partie. Je veux savoir ce que tu en penses. Je m'assis et feuilletai les pages. C'était l'histoire d'Alisa, depuis le jour où elle a rencontré Ryan, en passant par les mois heureux de sa grossesse avec Lily et Juno, jusqu'à la trahison, la nuit pluvieuse et son parcours de mère célibataire. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est la façon dont elle a écrit sur moi. Elle m'a appelé « phare dans la tempête ». Celle qui l'a tirée de l'obscurité. Je la regardais, essayant de retenir les larmes qui me montaient aux yeux. « Élise, c'est vraiment spécial. Tu devrais faire quelque chose. » Avec ça. « Faire quelque chose ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Jean, le publier ?» dis-je, même si je n'étais pas sûr que l'idée soit réaliste. Ton histoire, elle pourrait inspirer d'autres personnes. Des gens qui traversent ce que tu as vécu. Élise rit, mais d'un rire sceptique. Qui voudrait lire mon histoire ? Une mère célibataire abandonnée par son mari et reniée par sa famille. Beaucoup de gens, répondis-je d'une voix plus ferme que je ne le pensais. Parce que tu n'es pas juste quelqu'un qui a été abandonné. Tu es quelqu'un qui s'est relevé. Ces mots semblèrent toucher Élise. Elle se tut, fixant la pile de papier, puis hocha la tête. J'y réfléchirai, dit-elle. Mais j'ai vu une petite étincelle dans ses yeux, comme une flamme qui commençait à s'allumer. Je ne voulais pas la forcer, mais l'idée du livre d'Alisa me trottait dans la tête. J'ai commencé à agir discrètement. Lors d'une pause déjeuner sur le chantier, j'ai appelé Tom, un vieil ami de fac qui dirigeait maintenant une maison d'édition indépendante à Portland. Tom a toujours été un rêveur, passionné de livres. Et des histoires vraies. Je lui ai brièvement parlé d'Élise, des mémoires qu'elle écrivait, et je lui ai demandé s'il accepterait d'y jeter un œil. « Envoie-les-moi » a dit Tom d'une voix excitée. « Si c'est aussi bien que tu le dis, j'y réfléchirai. » Je n'ai pas parlé de l'appel à Élise. Je ne voulais pas qu'elle se fasse de faux espoirs et soit déçue. Au lieu de cela, je l'ai encouragée à continuer d'écrire un peu chaque jour. J'ai acheté du papier, des stylos et même un vieil ordinateur portable pour qu'elle puisse taper. Chaque fois que je la voyais assise devant l'écran, tapant avec une concentration absolue, une fierté silencieuse me gonflait la poitrine. L'Élise d'avant, la fille passionnée toujours en quête d'histoire, revenait. Les mois ont passé et le manuscrit d'Elisa a pris forme. Elle l'a intitulé « À l'abri de la tempête ». J'ai lu chaque chapitre, corrigé les fautes de frappe et parfois fait des suggestions, même si je savais que je n'étais pas écrivain. « Aaron, es-tu sûr que c'est bon ?» a demandé Élise un soir, alors que le manuscrit avait dépassé les 200 pages. « C'est plus que bien », dis-je en posant une main sur son épaule. « C'est toi, Élise. C'est ton histoire. » Finalement, je l'ai convaincue d'envoyer le manuscrit à Tom. Je me souviens encore du jour où elle a appuyé sur « Envoyer » sur l'email. Ses mains tremblaient, son regard mêlé d'excitation et de peur. « Et s'il n'aime pas, Aaron ?» demanda-t-elle. « Alors tu es toujours en location ?» répondis-je. « Et tu as fait quelque chose que la plupart des gens n'oseraient pas, raconter ton histoire. » 2 semaines plus tard, Tom appela. J'étais sur le chantier, debout au pied d'un pont en construction, quand mon téléphone sonna. « Aaron, le manuscrit de ta sœur. »« C'est vraiment spécial, » dit Tom. « C'est brut, émouvant et puissant. Je veux le publier. » J'ai failli lâcher le téléphone. « Vraiment ?» demandai-je d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Absolument, mais je dois rencontrer Élise pour discuter des détails. Peux-tu arranger ça ?» Le soir même, je le dis à Élise. Elle resta figée, sa tasse de café serrée contre elle, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Ararin, tu es sérieux ? Ils veulent publier mon livre ? » « Absolument, dis-je en souriant. Élise me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Lily et Juno, jouant sur le tapis, levèrent les yeux vers nous comme si elles sentaient la joie flotter dans l'air.
Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Élise rencontra Tom et son équipe, révisa le manuscrit, dessina la couverture et planifia la sortie. Je restais à l'écart, la soutenant discrètement. La conduisant à ses réunions, surveillant Lily et Juno quand elle était occupée et veillant à ce qu'elle ait le temps de se concentrer. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais contacté Tom très tôt. Je voulais que ce soit sa victoire. La sienne seule. Le jour où, abri contre la tempête, fut officiellement mis en rayon. Je me tenais dans un coin d'une petite librairie de Portland, regardant Élise signer ses premiers exemplaires. Elle portait une simple robe verte, ses cheveux blonds attachés, mais ses yeux brillaient comme si la flamme intérieure s'était rallumée. Seules quelques dizaines de personnes étaient présentes, principalement des amis de Tom et quelques lecteurs curieux. Élise était si nerveuse qu'elle laissa tomber son stylo à 2 reprises, mais lorsqu'elle commença à parler à la foule, son sourire réchauffa toute la salle. Je restai là, tenant Juno dans mes bras, Lily serrant mon doigt, et je sentis une fierté sourde m'envahir. Ma sœur, qui avait autrefois grelotté sous la pluie, se tenait maintenant sous les projecteurs, racontant son histoire. Les premières ventes du livre furent modestes. Je n'étais pas surprise. L'édition est un secteur difficile, et Portland n'est pas New York. Mais un soir, alors que je préparais un biberon pour Juno, Élise fit irruption dans la cuisine, son téléphone à la main, le visage rouge d'excitation. « Aaron, regarde ça !» cria-t-elle presque. Une lectrice, une mère célibataire de Seattle, avait publié un article sur le livre sur les réseaux sociaux. À l'abri de la tempête n'est pas qu'un livre. C'est une flamme pour ceux qui ont été abandonnés. Lis-le. Tu ne le regretteras pas. Ce message, tel une étincelle, se propagea rapidement. Des centaines de partages se transformèrent en milliers. Des groupes de femmes en ligne commencèrent à en discuter, qualifiant Élise d'héroïne discrète. En quelques semaines, le livre s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires et a figuré sur la liste des best-sellers hebdomadaires d'un journal local. Je me souviens encore du moment où Élise a reçu un email de Tom annonçant qu'un grand éditeur avait proposé un partenariat pour une sortie nationale. Assise à la table de la cuisine, elle lisait le message en boucle, l'air incrédule. « Aaron » murmura-t-elle. « C'est vrai ?» J'ai ri en la serrant dans mes bras. « C'est vrai, ma petite sœur. Tu as réussi. » À partir de là, tout a semblé comme un rêve. Le livre ne s'est pas arrêté aux États-Unis. Un éditeur britannique a proposé de le traduire pour une édition anglaise internationale, puis en France, en Allemagne et même au Japon. Je ne sais pas ce qu'Élise a ressenti en voyant son nom sur des couvertures de livres dans des langues qu'elle ne pouvait pas lire, mais j'ai remarqué qu'elle se tenait plus droite, qu'elle souriait davantage. Elle n'était plus l'Élise de cette nuit pluvieuse. Elle était Elle Blake, auteure, mère et symbole des femmes blessées mais qui refusaient de tomber. Le succès du livre a suscité des invitations. D'abord, il y a eu un talk-show local à Portland où Élise, assise sous les projecteurs, racontait son parcours de mère célibataire. J'étais assise dans le public, tenant Lily et Juno dans mes bras, essayant de les faire taire pendant qu'Élise parlait. Elle était nerveuse au début, mais lorsque le public a applaudi, je l'ai vue se détendre. « Je n'y suis pas arrivée toute seule », a-t-elle dit, son regard se posant sur moi dans la foule. Mon frère Aaron m'a tiré de l'obscurité. J'ai baissé la tête, faisant semblant de coiffer Juno, mais en réalité, je cachais les larmes qui me montaient aux yeux. Ce talk-show n'était que le début. Un mois plus tard, Élise était invitée à une conférence pour les femmes à Seattle. Elle est montée sur scène devant des centaines de femmes, racontant son histoire avec une sincérité qui a plongé la salle dans le silence. Lorsqu'elle a terminé, les applaudissements ont fusé comme un tonnerre. Je n'y suis pas allé cette fois-là. J'ai dû rester à la maison avec Lily et Juno. Mais Élise m'a appelé juste après, la voix brisée par l'émotion. « Aaron, ils m'ont fait une standing ovation. Ils ont dit que je les avais inspirés. » J'ai souri à travers le téléphone, même si j'ai ressenti une douleur creuse à l'intérieur. « Tu le mérites, Élise, dis-je. » Mais quand j'ai raccroché, j'ai regardé autour du petit appartement encombré de bouteilles et de jouets pour bébé, et je me suis demandé, et moi? J'avais sacrifié mon mariage, mis Élise et les filles avant tout. Je ne l'ai pas regretté, mais je ne pouvais pas nier que l'éclat d'Élise, aussi radieux soit-il, jetait une ombre sur ma vie. Un jour, Tom m'a appelé, sa voix débordant d'excitation. « Aaron, nous voulons organiser un événement spécial à Portland, une grande conversation, et nous voulons que vous et Élise sur scène ensemble. Votre histoire, votre lien, votre sacrifice est le cœur du livre.
J'ai hésité. Je ne suis pas un orateur, Tom. C'est le truc d'Élise. Mais votre partie de l'histoire, a déclaré Tom. Les gens veulent avoir de vos nouvelles, Aaron. Ils veulent connaître le frère qui a tout fait pour sa sœur. Je ne voulais pas le faire, honnêtement. Je n'aimais pas les projecteurs ni parler à la foule, mais Élise m'a convaincu. Aaron, s'il vous plaît, dit-elle en prenant ma main. Je veux que les gens sachent à quel point tu es incroyable. Alors, j'ai accepté. L'événement a eu lieu dans un petit théâtre du centre-ville de Portland avec plus de 500 personnes dans le public. Je me tenais dans les coulisses, les mains transpirant, regardant Élise monter sur scène, radieuse dans sa robe verte familière. Elle racontait son histoire car elle avait fait des centaines de fois, mais cette fois, elle s'arrêta et se tourna vers moi. Mon frère Aaron m'a sauvé, a-t-elle dit, sa voix s'étouffant. Il ne m'a pas simplement donné de maison. Il m'a donné la conviction que je pouvais me tenir debout. Le public applaudissant et je suis sorti, les lumières de la scène me aveuglant, me donnant envie de retirer les coulisses. Mais Élise a tenu ma main et je me tenais là en racontant mon histoire, non pas en tant que conférencière, mais en tant que frère. J'ai parlé de la nuit pluvieuse en conduisant 3 heures pour ramasser Élise et les jours difficiles qui ont suivi. Je ne suis pas un héros, dis-je, ma voix. Je suis juste un frère faisant ce que je devais faire. Lorsque nous avons terminé, le public se tenait, leurs applaudissements résonnant. J'ai regardé Élise, je l'ai vue sourire à travers des larmes et j'ai senti que tout, les sacrifices, la douleur, les nuits blanches, en valaient la peine. Nous avions guéri ensemble, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les milliers de personnes écoutant notre histoire. La lueur du succès d'Elisa semblait que cela durerait éternellement, mais la vie, comme je l'avais appris, n'avait jamais manqué de tempête. Quelques semaines seulement après notre conférence conjointe à Portland, une lettre est arrivée, envoyée par la poste, scellée dans une enveloppe blanche avec l'écriture rigide de ma mère. Alors que je l'ouvrais, une sensation mal à l'aise s'est installée dans mon intestin. À l'intérieur, une courte lettre froide de nos parents, Daniel et Patricia Blake. Élise, la lettre lue. Votre livre est un affront à l'honneur de la famille. Vous nous avez publié publiquement, ce qui fait que tout le quartier nous évite. Nous exigeons de retirer le livre du marché et de présenter des excuses publiques. Sinon, nous intenterons une action en justice. Je l'ai lu encore et encore, ayant l'impression que le sang dans mes veines avait cessé de couler. Nos parents, ceux qui avaient détourné Élise sous la pluie, ont maintenant osé la menacer. J'ai serré la lettre dans ma main, essayant de supprimer ma colère, puis j'ai appelé Élise dans la cuisine. Lisez ceci, dis-je, lui remettant la lettre. Élise a scanné les lignes, son visage passant du choc à la douleur et enfin à une résolution que je n'avais jamais vue auparavant. Ils veulent que je retire le livre, demanda-t-elle, sa voix tremblante mais tranchante. Après tout ce qu'ils ont fait, ils m'ont renié, Aaron. Ils ont appelé Lily et June Austen. Et maintenant ils veulent que je m'excuse. Que allez-vous faire? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Élise a plié la lettre et l'a mise sur la table. Je ne retire pas le livre. C'est mon histoire, notre histoire. Je ne les laisserai plus me contrôler. J'ai hoché la tête, serrant la main. Je suis avec toi quoi qu'il arrive. Mais je ne m'attendais pas à ce que nos parents aillent si loin. Une semaine plus tard, nous avons reçu un avis juridique d'un avocat à Seattle. Daniel et Patricia Blake poursuivaient officiellement Élise pour diffamation de caractère. Ils ont fait valoir que bien que non nommés directement, le livre d'Elisa les décrivait comme des parents cruels, ce qui a fait que leur communauté les fuit. Le procès a exigé le retrait du livre, la rémunération financière et les excuses publiques. J'ai été stupéfait. Je savais que nos parents appréciaient les apparences, mais poursuivant leur propre fille. J'ai regardé Élise, craignant qu'elle ne se casse, mais elle ne serra que ses poings, ses yeux flamboyants. Ils veulent se battre? Très bien, a-t-elle dit. Je ne recule pas. La nouvelle du procès s'est répandue rapidement. Un journal de Seattle a publié une histoire avec le titre « Les parents poursuivent leur fille pour avoir osé dire la vérité ». L'article a cité les passages du livre d'Élise, en particulier sa description de la nuit pluvieuse lorsqu'elle a été refoulée à la porte de nos parents. Les médias sociaux ont éclaté. Certains ont critiqué Élise, disant qu'elle était allée trop loin en diffusant des questions familiales. Mais la plupart, en particulier ceux qui avaient lu son livre, se tenaient à côté d'elle. Lily Blake est une mère courageuse. Un article lu. Elle a dit la vérité,
et maintenant sa famille veut la faire taire. Le post a été partagé des milliers de fois, transformant le procès en une histoire nationale. J'ai essayé de garder Élise concentrée, mais la pression est montée. Les chaînes de télévision l'ont invitée à des interviews, voulant qu'elle parle du procès et de nos parents. Élise a le plus refusé, disant simplement « J'ai écrit la vérité. Je ne le regrette pas. » Mais je l'ai vue commencer à perdre du sommeil, des cercles sombres se formant sous ses yeux alors qu'elle tenait Lily et Juno. Je savais qu'elle essayait de rester forte, mais le procès était un autre couteau coupant en vieille blessure. Je ne suis pas resté sur la touche. J'ai contacté Sarah, un vieil ami avocat qui avait travaillé avec Meghan et en qui je faisais confiance. Sarah a accepté de prendre l'affaire après avoir lu le livre d'Alisa. Son histoire est puissante, Aaron, a déclaré Sarah par téléphone. Je ferai tout pour la protéger. Sarah a commencé à recueillir des preuves. Elle a demandé à Élise de raconter chaque détail de cette nuit pluvieuse. Et je n'oublierai jamais le soir où elle s'est assise avec Élise, prenant des notes alors que la voix d'Elisa tremblait. Élise a décrit frapper à la porte de nos parents, serrant Lily et Juno, suppliant d'être laissés entrer. Elle a partagé le SMS que notre mère a envoyé par la suite. Ne reviens jamais, Élise. Sarah a découvert des images de sécurité de la maison d'un voisin capturant Élise debout sous la pluie en tenant ses deux filles. L'image floue était une preuve indéniable. Sarah a également trouvé une vieille messagerie vocale de notre père sur le téléphone d'Elisa l'appelant une tâche sur la famille en un appel après cette nuit. Le jour du procès, je me suis assis à côté d'Élise dans la salle d'audience, me sentant comme si j'étais entré dans un chantier de construction que je ne pouvais pas contrôler. Nos parents se sont assis de l'autre côté de la pièce, papa dans un costume immaculé. Maman avec le sourire rigide que j'ai reconnu à partir de vieilles photos de famille. Ils ne nous ont pas regardés, mais j'ai vu les mains de papa serrées. Et maman a continué à lisser ses cheveux comme s'il essayait de maintenir son image parfaite. Leur avocat a fait valoir que le livre d'Elisa avait ruiné leur réputation, faisant se détourner les voisins et les amis. Mademoiselle Blake a délibérément diffamé ses parents, a déclaré l'avocat fortement. Elle a non seulement fabriqué la vérité, mais a exploité son histoire à but lucratif. Sarah était calme mais incisive. Elle a présenté les preuves, le texte de maman, les images de sécurité et la messagerie vocale de papa. Chaque pièce était comme un marteau démentant l'argument de l'autre côté. Lorsque les images ont joué sur l'écran de la salle d'audience montrant qu'Élise frissonne sous la pluie avec ses bébés, la pièce se tait. J'ai vu quelques personnes essuyer des larmes. Élise serra ma main sous la table, son souffle tremblant. Lorsque le juge a demandé à Élise de parler, elle a tenu sa voix claire malgré un léger tremblement. Je n'ai écrit le livre pour blesser personne, a-t-elle déclaré. Je l'ai écrit pour guérir, pour dire aux autres femmes qu'ils ne sont pas seules. Si la vérité fait mal, ce n'est pas de ma faute. Le procès a duré 3 jours, mais pour moi, cela me semblait 3 ans. Fille pour avoir essayé de faire taire la vérité. Les médias sociaux ont marqué nos parents toxiques et la maison en briques rouges à Seattle où j'ai grandi sont devenus le centre des critiques du public. Je ne me sentais pas victorieux. Alors que nous quittions la salle d'audience, j'ai regardé Élise, l'a vue tenir fermement Lily et Juno, mais ses yeux n'étaient pas joyeux. Aaron, murmura-t-elle. Je voulais juste qu'il comprenne. Je lui ai pris la main, ne disant rien. Aucun mot ne pouvait effacer cette douleur. Nos parents avaient choisi leur fierté sur leur fille, et maintenant ils avaient perdu les deux. Après le procès avec nos parents, il semblait que la vie pourrait enfin s'installer dans un semblant de paix. Mais j'ai vite appris que les tempêtes ne viennent jamais seules. Le succès des mémoires d'Elisa, Shelter from the Storm, l'avait propulsé à de nouveaux sommets, mais cela a également causé des problèmes imprévus. La prochaine tempête qui a suivi la bataille juridique avec nos parents était Ryan Whittaker, l'ex-mari qui avait brisé le monde d'Élise. Dans le livre, Élise n'a pas nommé Ryan directement, mais des détails comme un directeur créatif de la publicité de Seattle étaient indubitables pour quiconque les connaissait. Les médias sociaux avec la vitesse d'un incendie de forêt ont rapidement découvert son identité. Un compte Twitter a publié « Quelqu'un d'autre réalise l'homme dans le livre d'Elise Blake et Ryan Whittaker, directeur créatif chez DNK Advertising ». Le post comprenait une photo de Ryan dans un costume élégant, arborant son sourire suffisant et en quelques heures, il s'est répandu sur les forums. Les retombées ont été rapides, comme un tsunami. Ryan a été licencié de son entreprise la même semaine, citant le comportement endommageant la réputation de la marque. Sa nouvelle petite amie,
le plus jeune collègue pour lequel il avait laissé un bail, l'a jeté peu de temps après la rupture du scandale. Les tabloïds ont marqué Ryan le lâche qui a abandonné sa famille, et son image, autrefois celle d'un homme qui réussit, était désormais liée aux commentaires en ligne cinglants. Je n'ai pas beaucoup suivi les médias sociaux, mais Elise m'a montré un post viral. Ryan Whittaker, l'homme qui a choisi des costumes et une maîtresse sur sa femme et ses enfants. Méprisable. Je n'ai ressenti aucune pitié. Il a obtenu ce qu'il méritait. Mais un matin, alors que je préparais du café dans la cuisine, Elise entra, serrant son téléphone, son visage pâle. « Aaron » chuchota-t-elle. « Ryan vient de m'envoyer un email. » Je me figeai, la regardant. « Que veut-il » ai-je demandé, ma voix plus serrée que je ne le pensais. Elise a ouvert l'email et lu à haute voix. « Elise, je sais que j'ai foiré. Je veux voir Lily et Juno. Je veux m'excuser auprès de vous. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Elle leva les yeux confus. « Que pensez-vous ? Je ne sais pas quoi faire. » J'ai saisi ma tasse de café, essayant de garder ma voix calme. « Tu ne lui dois rien, Elise. Il vous a abandonné, vous et les filles. Il ne fait que ramper maintenant parce qu'il est reculé dans un coin. » Mais Elise, avec son cœur toujours doux, hésita. « Peut-être. Peut-être qu'il le regrette vraiment, dit-elle, sa voix à peine audible. Lily et Juno sont ses filles. Ils méritent de connaître leur père. Je ne voulais pas discuter, mais je ne faisais pas confiance à Ryan. Des hommes comme lui ne changent pas après quelques mois de honte publique. J'ai juste hoché la tête et j'ai dit, pensez avec soin. Ne vous précipitez dans rien. Mais à l'intérieur, j'étais en alerte haute. Ryan ne s'est pas arrêté à l'email. Il a commencé à appeler, à envoyer des SMS et un après-midi à mon retour d'un chantier de construction, je l'ai trouvé debout à l'extérieur de notre appartement, son manteau trempé sous la pluie de Portland. Il avait l'air plus hagardé que je ne m'en souvenais, les cheveux ébouriffés, les yeux ombragés, mais ce sourire suffisant persistait. « Aaron, dit-il, levant une main comme pour secouer le mien. Je veux juste parler à Elise. » J'ai croisé les bras, bloquant la porte. « Elle ne veut pas te voir. » « Partez, Ryan. » Il soupira comme si je lui rendais les choses difficiles. « Écoutez, je sais que j'ai foiré, mais je suis le père de Lily et Juno. J'ai le droit de les voir. » Droit. Je me suis cassé, la colère qui monte en colère. Vous avez perdu ceci lorsque vous les avez abandonnés pour une autre femme. Sortez d'ici avant d'appeler les flics. Ryan recula, mais ses yeux n'ont pas quitté le mien. Vous ne pouvez pas me garder de mes enfants pour toujours, Aaron, a-t-il dit, puis s'est retourné et s'est éloigné. Je me tenais là, mon cœur battant, me sentant comme si je venais de faire face à un loup. J'ai parlé à Elise de la rencontre et elle s'est inquiète. Aaron, et si Ryan veut vraiment voir les filles ? Je ne veux pas que Lily et Juno grandissent sans connaître leur père. Je lui ai pris la main, gardant ma voix douce. Elise, il ne se soucie pas des filles. Il vous utilise juste, utilise votre renommée pour récupérer son image. Après cette confrontation, Ryan a commencé à se présenter partout. Lors d'une signature de livre à Seattle, il est apparu dans la foule, debout au premier rang, ses yeux enfermés sur Elise. J'étais dans les coulisses en tenant Juno quand il s'est avancé, levant une main comme pour parler. Elise, il a appelé assez fort pour faire taire la pièce. Je suis désolé. J'avais tort de vous quitter et les enfants. Je veux juste une chance de bien faire les choses, murmura le public. Certains ont retiré les téléphones à enregistrer. Elise se figea sur scène, sa main agrippant son stylo de signature, son visage pâle. Je voulais me précipiter et le traîner, mais Elise leva une main, me signalant de m'arrêter. Ryan, dit-elle, sa voix tremblante, mais ferme. Si tu es vraiment désolé, tu me quitteras et les enfants seuls. Ne transformez pas cela en performance. La foule a applaudi, mais Ryan n'est pas parti immédiatement. Il se tenait là la regardant, puis baissa la tête et sorta. Le clip de l'incident est devenu viral. Certains ont sympathisé avec Ryan, l'appelant un père à la recherche de rédemption, mais le plus condamné, l'accusant d'avoir mis en scène un coup de publicité pour restaurer sa réputation. L'opinion publique s'est séparée et Elise est devenue le centre des débats houleux. Je ne voulais pas ça, Aaron, dit-elle une nuit, enterrant son visage entre ses mains.
Je veux juste protéger Lily et Juno. Mais Ryan ne s'est pas arrêté. Il a commencé à envoyer des cadeaux à Lily et à l'école maternelle de Juno. Des ours en peluche, des livres à colorier et des notes manuscrites disant « Je t'aime ». Les professeurs ont appelé Élise, préoccupée par la sécurité de la fille. Élise est devenue terrifiée, vérifiant les fenêtres tous les soirs, dormant avec Lily et Juno dans ses bras au lieu de leur berceau. Ma colère gonflait. Ryan ne harcelait pas Élise. Il menaçait la paix que nous avions combattue pour construire. Assez, j'ai dit un matin après qu'Élise ait reçu un autre texte de Ryan. Nous devons mettre fin à cela. J'ai contacté Sarah, l'avocat qui nous avait aidés dans le procès contre nos parents. Sarah a accepté de rédiger une ordonnance d'interdiction invoquant le harcèlement de Ryan et le préjudice psychologique que cela causait Élise et les filles. Nous avons rassemblé des preuves, des emails, des SMS, le clip de la signature du livre et des rapports de l'école préscolaire sur les cadeaux non sollicités. Sarah a déposé la pétition demandant une ordonnance d'interdiction de 3 ans qui interdisait à Ryan de contacter Élise, Lily ou Juno, et en obligeant à subir des conseils psychologiques et un programme de responsabilité parentale. À la date du tribunal, je me suis assis à côté d'Élise, me sentant comme si nous entamons une autre bataille. Ryan est apparu vêtu d'un costume mais n'est plus poli. Il regarda Élise, ses yeux suppliants, mais elle n'a pas répondu. Sarah a présenté les preuves, soulignant que les actions de Ryan n'étaient pas des remords, mais une obsession dangereuse. L'avocat de Ryan a fait valoir qu'il essayait seulement de renouer avec ses enfants, mais le juge n'était pas influencé. La décision est venue après 2 heures. Ryan a été empêché de contacter Élise, Lily ou Juno pendant 3 ans. Il a été condamné à assister à des conseils obligatoires et à terminer un programme de responsabilité parentale avant qu'il ne puisse demander à revoir ses droits de visite. Alors que le marteau du juge tombait, Élise laissa échapper une respiration tremblante, agrippant ma main. « Merci, murmura-t-elle. Ryan a quitté la salle d'audience sans nous regarder. Je ne sais pas s'il changera jamais, mais je sais que pendant les 3 prochaines années, Élise et les filles seront en sécurité. Après le procès avec Ryan, nos vies ont lentement retrouvé un rythme, bien que les cicatrices soient restées. Élise, Lily, Juno et moi sommes retournés dans le petit appartement où le bruit de la pluie tapant sur les fenêtres ressemblait à un vieil ami. Mais maintenant, l'appartement ne portait plus le poids lourd qu'il a fait autrefois. Il y avait une légèreté, comme si nous avions résisté aux plus grandes tempêtes et que nous avions finalement aperçu la lumière. Élise ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à écrire une suite de Shelter from the Storm, un nouveau mémoire intitulé Freedom is lorsque vous n'avez plus besoin de pardon. Ce livre ne concernait pas seulement son voyage en tant que mère célibataire. Cela a raconté les batailles qu'elle avait confrontées à Ryan, avec nos parents et avec les doutes en elle-même. Elle a écrit sur moi, sur la façon dont je me tenais près d'elle à travers chaque tempête et sur Lily et Juno, 2 petites filles grandissant entourées par l'amour d'une communauté plus grande que leur famille biologique. Je suis resté sur la touche, tout comme mon habitude. J'ai lu ses ébauches, j'ai proposé quelques suggestions et m'occupé de Lily et Juno quand elle était occupée. Mais cette fois, Élise n'avait pas besoin de mon pousser. Elle avait trouvé sa propre force. Lorsque son 2e livre est sorti, il est rapidement devenu un succès retentissant, avec des listes de best-sellers en quelques semaines. Les critiques l'ont appelé un manifeste de la résilience, et Élise a été invitée à plus d'événements, des conférences de femmes aux signatures de livres. Lily et Juno, maintenant âgés de près de 3 ans, grandissaient en bonne santé et rayonnants. Ils aimaient courir dans le parc près de notre maison, où je les avais poussés sur les balançoires, en riant tandis que Juno essayait d'attraper un papillon, ou alors que Lily griffait des dessins de craie colorés sur le trottoir. La communauté de Portland les adorait, les appelant les petites filles d'Élise. Chaque fois que je les déposais au préscolaire, j'ai vu des professeurs et des parents les regarder avec affection comme s'ils appartenaient à tout le quartier. J'ai aussi trouvé ma propre paix. Chaque matin, je préparais du café, lis des livres avec Lily et Juno, ou m'occupais du petit jardin sur le balcon où j'ai grandi à la menthe et aux marguerites. Ma vie n'était plus un dessin technique parfait, mais c'était plein d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'ai plus contacté Megan, mais parfois je me demandais si elle était heureuse. Mais je n'avais aucun regret. Élise, Lily et Juno étaient ma famille, et j'avais fait le bon choix. Lors de l'une des signatures de livres d'Élise à Portland, je me suis tenu dans le coin en la regardant discuter avec les lecteurs. Elle était radieuse, confiante. Comme si sa lueur était devenue une partie d'elle. Une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, s'est approchée et étreint Élise serrée,
des larmes coulant sur ses joues. Tu m'as sauvé la vie, dit-elle, sa voix s'étouffa. Votre livre m'a aidé à me lever après que ma famille m'a renié. Élise la serra en arrière, souriant doucement. Ce n'était pas moi, a-t-elle dit, ses yeux me trouvant dans la foule. C'était mon frère. J'ai baissé les yeux, faisant semblant d'ajuster ma chemise, mais mon cœur s'est resserré. Je n'avais pas besoin des projecteurs ou des éloges. Mais à ce moment-là, alors qu'Élise me regardait avec gratitude, je savais que chaque sacrifice que j'avais fait en valait la peine. Sofa, la tête reposant sur mon épaule quand nous étions enfants.